Bonsoir. Donc, je vais vous parler d'une influence sur le cerveau qu'on appelle l'addiction. Et avant de vous décrire ce que c'est, je pense que vous avez tous un peu une idée et vous allez pouvoir lever la main ceux qui considèrent avoir un problème d'addiction dans cette salle, sans aucun jugement de notre part, bien évidemment. Alors, je ne vois pas beaucoup de mains levées. Il y a quelques courageux, merci. Donc, nous allons reprendre les étapes du cercle vicieux de l'addiction pour que vous ayez mieux conscience de ce que c'est. Alors, ça commence par une augmentation accrue, une augmentation de la motivation pour cette substance. Donc, vous allez passer plus de temps à la rechercher, plus de temps à se remettre de ses effets. Et puis, progressivement, perdre le contrôle sur la consommation. Et donc, augmenter toujours plus la quantité consommée pour essayer de retrouver un effet bénéfique. Et progressivement, ça évolue vers une recherche compulsive. On parle de recherche ou de consommation compulsive, c'est-à-dire que vous allez la prendre tout en ayant conscience des effets négatifs. C'est mal, mais je le fais quand même. Et ça, c'est suivi souvent d'étapes d'arrêt, d'abstinence, qui malheureusement sont la plupart du temps suivies de rechutes. Et ça s'applique aux drogues, la cocaïne, l'héroïne, le cannabis, l'alcool, mais aussi à des activités, le sexe, la nourriture, le jeu, vos ordinateurs, des tablettes, et puis ce petit truc-là, le téléphone. Et donc maintenant, on va reprendre les critères de l'addiction. Je vais vous poser les questions en jouant au psy à propos de votre téléphone. Donc, est-ce que vous l'utilisez de plus en plus souvent? Par rapport à votre premier achat du premier téléphone, on l'achète, on se dit « je ne vais pas en avoir trop l'utilité » et puis le besoin se créant, on l'utilise de plus en plus. Est-ce que votre motivation à l'utiliser augmente aussi, au détriment de l'attention que vous pourriez porter à ce que je raconte, par exemple? Est-ce que vous l'avez déjà utilisé malgré le fait que vous saviez que ce n'était pas bien? Et on visualise ce couple en tête-à-tête au restaurant et on est incapable de savoir s'ils sont amoureux, s'ils le sont plus, s'ils ne le sont pas encore, parce qu'ils ont tous les deux les yeux rivés sur leur téléphone. Et finalement, si je te le pique, voilà. La réaction de frustration, de manque anticipé dont Élodie a fait preuve, voilà, ça c'est encore un critère qui va nous permettre de diagnostiquer si quelqu'un souffre d'addiction à son téléphone ou à autre chose, évidemment. Maintenant qu'on a pris en revue tous les critères de l'addiction avec l'exemple du téléphone, on est bien tous d'accord pour dire qu'on a tous un sérieux problème avec ces petits machins-là. Alors, où ça se passe dans notre cerveau? Il y a un système qui est le système de la récompense qui commence ici, assez profond dans le cerveau, et qui va se projeter, c'est matérialisé ici en jaune, vers l'avant du cerveau. Et ces projections jaunes que vous voyez contiennent une substance qu'on appelle la dopamine. Et l'intérêt de ce système dopaminergique, c'est qu'il est commun à toutes les formes d'addiction. C'est-à-dire que vous mangez un carré de chocolat qui vous procure du plaisir, vous avez un pic d'activité de la dopamine. Un usager de cocaïne prend son rail, va avoir un boost de dopamine dans son cerveau, etc. Donc tout ça, ça fonctionne de manière commune, quel que soit l'objet d'addiction. Mais évidemment, ça ne fonctionne pas de façon aussi simple et on sait qu'il y a quand même dans le cerveau des régions qui vont se comporter différemment en fonction des objets d'addiction. Et c'est justement ce travail-là qu'on fait dans mon équipe, où on a équipé des rats avec un système particulier qui leur permet de s'auto-administrer la cocaïne dans leur système veineux. Et on va les tester sur les différents critères de l'addiction que j'ai évoqués avec vous. Donc sur l'augmentation de motivation, comment on les fait travailler? Ils doivent appuyer sur le levier pour recevoir de la cocaïne dans leurs veines. Mais on va leur faire augmenter progressivement le travail à fournir pour obtenir cette injection de drogue. Et comme tout ouvrier dans une usine à qui on va demander de travailler toujours plus pour gagner la même chose,
Au bout d'un moment, ils se mettent en grève. Le rat va faire pareil. Au bout d'un moment, l'effort demandé pour obtenir la drogue va devenir trop élevé et il décide de s'arrêter. Et ça va nous permettre d'évaluer l'effort qu'il est prêt à fournir, donc le prix à payer pour la récompense donnée, une injection de cocaïne en l'occurrence. Et la cocaïne, ils sont prêts à fournir un effort très très élevé. Et par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, ça peut être de l'ordre de 160 appuis sur un levier pour obtenir une injection de cocaïne. Et en comparaison, s'ils travaillent pour une petite boulette de sucre, au bout de 30-35 appuis, en général, ils s'arrêtent. Donc vous voyez que c'est très très puissant, la cocaïne. Et en fait, on a trouvé, dans mon équipe, une manière de réduire la motivation pour la cocaïne chez nos rats en détruisant une région qui s'appelle le noyau subthalamique et qui est profonde dans le cerveau aussi et qui se situe à peu près dans le voisinage de ce que vous voyez en rouge là. Et donc ça s'appelle le noyau subthalamique, on le détruit chez nos rats et ils diminuent leur motivation à travailler pour la cocaïne, mais en même temps, ils augmentent leur motivation à travailler pour du sucre. Alors c'est super intéressant parce qu'en fait, si on réfléchit à ce qu'on veut faire chez des addicts pour les aider à se débarrasser de leur addiction à la drogue, on veut réduire leur motivation à prendre de la drogue, mais on ne veut pas en faire des légumes qui soient démotivés pour tout. Donc là, on a idéalement une région dans le cerveau qui peut être intéressante. Mais vous allez me dire, tu fais quand même des trous dans la tête des gens pour soigner l'addiction, c'est pas terrible. Donc, on a une technique qui est plus intéressante, qui s'appelle la stimulation cérébrale profonde. Ça consiste à implanter une électrode dans la même région du cerveau. Et cette électrode, elle est connectée à un petit générateur de courant qui va envoyer des impulsions électriques en continu et qui va mimer l'inactivation de la région qui est ciblée. Et l'avantage, c'est que c'est réversible et qu'on sait le faire chez des patients humains, puisque c'est un traitement qu'on applique actuellement chez les patients qui souffrent de maladie de Parkinson. Vous allez me dire, quel est le rapport entre la maladie de Parkinson et les addicts dont tu nous parles depuis le début? Et en fait, le point commun, c'est que dans la maladie de Parkinson, le système qui meurt spécifiquement dans le cerveau des patients, c'est ce système illustré ici en jaune, le système qui contient la dopamine. Et il se trouve que quand il n'y a plus de dopamine dans le cerveau d'un patient parkinsonien, le fameux petit noyau subthalamique devient hyperactif. Et donc, du coup, appliquer la stimulation cérébrale profonde au niveau de ce noyau subthalamique permet de remettre son niveau d'activité à la normale et d'améliorer l'état des patients, et c'est spectaculaire. Donc, on pourrait dire, appliquons cette chirurgie chez les patients addicts. Avant de passer à l'homme, on va s'intéresser aux autres critères de l'addiction chez le rat, parce qu'en fait, dans l'augmentation de motivation, vu qu'on augmentait le travail à fournir sur le levier très rapidement, ils n'avaient pas pris beaucoup d'injections de cocaïne. Donc, on va s'intéresser aux critères de perte de contrôle sur la consommation. Et comment on fait augmenter la consommation de cocaïne à des rats? Ce n'est pas si simple, parce que naturellement, le rat est un animal assez raisonnable. Et donc, si on le met dans une boîte avec le levier et qui peut prendre autant de cocaïne qu'il veut pendant 1 heure ou 2 heures chaque jour, en fait, tous les jours, il prend à peu près la même quantité de drogue. Donc, il ne perd pas le contrôle sur sa consommation. Il n'escalade pas la consommation. Et pour faire escalader, alors on leur donne accès pendant 6 heures à la drogue. Donc, pendant 6 heures, ils peuvent prendre tout ce qu'ils veulent. Et donc, progressivement, au cours des jours, ils augmentent et ils perdent le contrôle sur la consommation. Sauf si on leur applique la stimulation cérébrale profonde dans le noyau subthalamique. Alors, c'est super intéressant, mais vous allez me dire, c'est un effet préventif, puisqu'on empêche la perte de contrôle. La plupart des gens, quand ils consultent et qu'ils ont un problème d'addiction, ils ont déjà perdu le contrôle. Donc du coup, il faut refaire l'expérience chez des animaux qui ont perdu le contrôle. Et effectivement, chez ces individus-là, si on applique la stimulation cérébrale profonde, alors on ramène la consommation à un niveau de consommation contrôlé. Ils ne sont pas en abstinence totale, hein, ils continuent à consommer, ils sont 6 heures dans des cages où ils n'ont rien d'autre à faire qu'à prendre de la drogue. Donc ils en prennent quand même un peu, mais de façon contrôlée.
Finalement, le dernier critère, qui est celui qui est le plus robuste, est celui qui est de consommer ou de rechercher la substance malgré des conséquences négatives. Et comment on modélise ça chez le rat? C'est que quand il va appuyer sur le levier pour rechercher la drogue, il prend alors le risque de recevoir un choc électrique dans les pattes. Léger, hein? Mais quand même, les animaux qui ne sont pas accros vont immédiatement s'arrêter dès qu'ils reçoivent un choc électrique dans leurs pattes. Et seuls les rats vraiment accros à la cocaïne vont continuer à aller rechercher la drogue malgré le risque de prendre un choc électrique. Et encore une fois, sur ce critère-là, la stimulation cérébrale profonde du noyau subthalamique a un effet bénéfique. Alors tout ça, c'est très convaincant et ça suggère qu'on pourrait effectivement avoir une action dans le cerveau de patients addicts pour les aider sur tous ces différents critères de l'addiction. Mais c'est quand même une approche invasive. On fait une chirurgie dans le cerveau, ce n'est pas anodin. On a pensé quand même que la consommation de drogue se fait souvent dans un contexte social, entouré de gens. Et donc, la question qu'on a posée dans l'équipe, c'est de se dire quelle peut être l'influence de la présence d'un congénère sur la consommation de drogue. Donc, on a fait des expériences dans lesquelles le rat est toujours face à ses leviers pour pouvoir s'auto-administrer la cocaïne, mais il a, séparé par un grillage, un autre rat qui le regarde. Et ce rat peut être son copain de cage habituel ou un rat qu'il ne connaît pas. Et en fait, on a observé que la présence d'un rat qui observe fait diminuer la consommation de cocaïne. Mais la meilleure diminution, elle est observée quand c'est un rat étranger. Et de façon intéressante, quand on a fait une étude chez des humains usagers de cocaïne et qu'on leur a demandé en présence de qui, lors de leurs derniers épisodes de consommation, en présence de qui ils étaient, combien ils ont consommé, on a retrouvé exactement la même influence. Donc, la condition optimale pour diminuer la consommation, c'est d'être en présence directe d'une personne et une personne qu'on ne connaît pas. Alors, c'est intéressant, le contexte social peut améliorer les effets de consommation. Mais chez des rats, on s'est posé quand même la question de savoir comment la présence physique d'un autre rat peut amener à consommer moins de drogue. Alors, ils peuvent communiquer à travers le grillage. Et donc, on s'est intéressé à leur communication vocale. Et les rats émettent des vocalises dans les ultrasons. Et donc, on s'est dit, est-ce qu'on peut remplacer la présence physique d'un rat en faisant du playback de vocalises de rats? Et les vocalises dans les ultrasons existent dans 2 familles d'ultrasons. On les catégorise en vocalises positives. Dans les hautes fréquences de l'ultrason, ce sont des vocalises que les animaux émettent si on les chatouille, par exemple, ou s'ils prennent de la drogue. Et inversement, les vocalises négatives sont émises dans les basses fréquences de l'ultrason et elles sont émises dans des conditions de détresse légère. Quand ils ont très très mal, ça passe dans l'audible, on les entend hurler. Mais donc voilà, il y a 2 catégories. Et quand on joue du playback pendant que le rat s'auto-administre la cocaïne, en fait, la seule condition qui fait diminuer la consommation, c'est de diffuser des vocalises positives émises par un rat étranger. Alors c'est intéressant ça, parce que si vous pensez aux campagnes de prévention des risques qui sont faites chez l'humain, vous avez en tête la campagne contre l'alcool, tu t'es vu quand t'as bu. Pour les fumeurs dans la salle, sur les paquets de cigarettes, vous avez des messages hyper négatifs et puis des photos moches qui font peur. Et donc du coup, finalement, nos résultats suggèrent que peut-être que des messages positifs seraient plus efficaces. Donc en conclusion, on voit que malgré le fait qu'on puisse traiter d'une manière invasive différents critères de l'addiction par la stimulation cérébrale profonde du noyau subthalamique, on peut aussi influencer le cerveau d'usagers de drogue de manière positive en jouant sur le contexte social, en mettant en présence des congénères ou en diffusant un message positif. Merci de votre attention.
Très, très bien.